présentation. Allez, il y a eu des belles présentations, on va appeler les orateurs et puis on va lancer des questions. C'est vrai qu'on avait pressé un peu tout le monde. On va peut-être modifier la donne sur les ateliers en débordant un petit peu, mais en faisant 1 heure d'atelier. Hein? Alors, c'est vrai que ça a été dit dans les dernières présentations. Je crois qu'aujourd'hui, c'est des réunions un petit peu scientifiques où il y a un état des lieux de la littérature. C'est des présentations qu'on retrouve dans les sociétés savantes, appuyées sur des articles. Et vous avez vu tout à l'heure, et Jean-François nous a montré que sur 3 papiers différents, on peut avoir des interprétations totalement différentes selon ce qu'on cherche à mettre en avant. Eh bien, je crois qu'il faut qu'on en ressorte de la bonne pratique, parce que vous savez très bien que, alors la mésothérapie, on va pouvoir en débattre, on l'a vu tout à l'heure, bon, il y a une interaction avec le patient à avoir, mais on a besoin de ces papiers pour ensuite dire, ça c'est démontré. On prend l'exemple, et avant de lancer les questions, de la cortisone. La cortisone, il n'y a rien de démontré dans la littérature. Et pour autant, vous l'utilisez par rapport à un genou congestif. Et aujourd'hui, personne n'est là pour aller contre le fait d'utiliser la cortisone en première intention sur un genou congestif et ensuite débattre de ce qu'on doit mettre sur un plan structural. C'est sûr qu'on attendait beaucoup de choses des PRP sur un plan structural, c'est un peu décevant. La visco, je pense pas, et Christian Lutz a soulevé quelque chose, il ne faut pas l'acheter. La visco, c'est supérieur au placebo. Il y a des patients bons répondeurs, d'autres qui le sont moins. Dans la hanche, c'est moins bien que le genou. S'il y a un œdème sur une IRM, c'est des facteurs de moins bon pronostic. On n'infiltre jamais de la visco dans un genou congestif. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a des protocoles et il y a des critères cliniques et paracliniques. Donc je crois aujourd'hui qu'on est là pour échanger et donc on va pouvoir lancer les questions sur les présentations. J'en lance tout de suite une sur les ondes de choc. Allez, si aujourd'hui tu dois choisir 3 sites, et puis quelle technique d'onde de choc tu utilises sur ces 3 sites? Bon, alors, tendinopathie rotulienne. J'utiliserai des ondes de choc focales. Périostite tibiale, également les ondes de choc tibiales. Et aponevrosite plantaire et l'épicondylite, les ondes de choc focales. Donc focale au-dessus de radial déjà alors? Non, ça dépend des indications. Ah ouais. Si je suis vraiment sur une anthèse juste sous la peau et que j'ai besoin de beaucoup d'énergie, par exemple une périostite tibiale, les ondes de choc radiales sont très bien. Voilà. De choc focal pour les périostites tibiales, on doit s'éloigner pour avoir la focale sur le champ. Tendinite rotulienne, indifféremment, onde de choc radiale, onde de choc focale. Peut-être par simplicité les ondes de choc radiales parce que c'est un peu plus rapide que les ondes de choc focales en termes de traitement pragmatique. Et la ponévrosite plantaire ou l'épicondylite, oui, clairement les ondes de choc focales. Parce que c'est plus efficace. Protocole, on a vu 5 jours entre Minimum 2 5 séances. jours. Ouais. Minimum 5 jours. Et dans la pubalgie, vous avez l'expérience de ondes de choc dans des pubalgies Chez les sportifs, oui, j'ai un jeune joueur de foot là, qui est arbitre national, et qui joue, qui est nouveau arbitre et qui joue au foot, oui, mais ça a été long. Oui. Et c'était pas les ondes de choc seules. Les ondes de choc radiales étaient au moins aussi bonnes que les focales. Ce que je disais tout à l'heure, avec les ondes de choc radiales, on n'a pas d'effet sur le cartilage de croissance, avec les ondes de choc focales, si. Donc c'est une contre-indication aux ondes de choc focales. Normalement pas. Est-ce qu'on peut dire que les ondes de choc, c'est un protocole initial pour essayer de créer quelque chose sur le tendon, sur la structure, et ensuite on va engager le projet rééducatif après une prolifération? Pour le PRP, on parle exactement de la même chose, ou le botox dans les tendons. On démarre quelque chose et après il faut qu'il y ait de la rééducation par la suite. On débloque la situation, on relance un peu le processus. Est-ce qu'il y a des questions? Au niveau clinique, j'ai constaté que de façon empirique, il y a une amélioration lorsqu'il y a une levée de tension au niveau musculaire, c'est-à-dire contracté relâché. Je trouve que sur la journée, nous étions très focalisés sur les tendons, et pas assez peut-être sur le muscle qui s'accroche sur les tendons. On est toujours dans ce compromis détente-renforcement, puisque vous avez vu que finalement tous les auteurs de la journée sont là pour mettre en avant l'activité. Donc c'est sûr que là, on est sur de l'accompagnement à ce moment-là, pour lever la contracture qui est délétère sur la douleur. Mais La toxine botulique, mais là c'est un mise au repos de 3 mois. Ouais.
Mais c'est ce qui a été bien appuyé par le professeur Isner, c'est le fait que la toxine dans les épicondyliens, on s'est rendu compte en échangeant avec des collègues français que certains qui ont des patients handicapés en fauteuil roulant avec des gros échecs sur des épicondylalgies veulent mettre au repos totalement la chaîne musculo-tendineuse. Alors que moi j'ai des patients un petit peu plus actifs et le tennisman qui vient me voir que j'injecte puis qui ensuite met les balles dans les bâches, il ne sera pas content. Donc celui-là, il faut lui afficher au départ qu'il va avoir ce rapport perte de force qui peut être délétère. Pareil pour le travailleur manuel qui a des objectifs de finesse par exemple. Donc je crois que chaque outil thérapeutique a ses cibles. Et là, la toxine, ça ne vient surtout pas en première intention. J'ai bien compris. Ce qui m'a manqué avec la kiné, avec mon charge kiné, pour effectivement faire travailler davantage les muscles, faire rentrer les muscles dans cette démarche de relaxation, d'assouplissement. Alors, le contracté-relâché diminue la douleur, ça on le sait, c'est la méthode d'étirement qui marche le mieux, mais c'est celle qui a un effet le plus à court terme par contre. Sur le long terme, en fait, on a moins d'effet sur le contracté-relâché. Après, effectivement, la contracture musculaire va mettre une tension sur le tendon. Si on relâche le muscle, ça diminue la tension sur le tendon et donc ça diminuera la douleur. Mais effectivement, il faut penser dans le modèle global, tendon-muscle, bien sûr. Bien sûr. Mais en fait, c'est quand même le tendon qui absorbe 75% de l'énergie et qui restitue. Et c'est vrai qu'on se concentre beaucoup trop sur le muscle et pas assez sur le tendon. Et Delphine le disait dans sa présentation, il faut que le muscle soit raide pour restituer l'énergie. Et finalement, le muscle se contracte en isométrie lors de la pliométrie, quoi. Il est très court, très contracté, et c'est le tendon qui se fait étirer et qui renvoie, quoi. Docteur Bierry, est-ce qu'on doit faire de l'imagerie avant de se lancer sur un tendon quel qu'il soit, ou est-ce qu'on peut rester sur des critères cliniques aujourd'hui? Ouh là là, je vais pas me faire des copains si je réponds à la question, quoi. Il y a finalement très peu d'indications où l'imagerie va changer fondamentalement la prise en charge. C'est-à-dire, un patient qui est chirurgical, vous le sentez assez vite, même cliniquement, on n'a pas besoin d'imagerie. Donc je pense que l'imagerie, c'est vraiment quand vous n'arrivez pas à prendre en charge votre traitement, votre patient, ça traîne, vous ne comprenez pas pourquoi, il y a un qui colle, à ce moment-là, faites de l'imagerie, mais faire de l'imagerie. On a souvent les mots de faire de l'imagerie pour un diagnostic d'épicondylite latérale, quoi. Je veux dire, bon, on va cracher dans la soupe, ça fait gagner de l'argent, mais franchement, ça sert à rien. Donc je pense qu'il faut réserver l'imagerie à des cas qui sont difficiles à gérer, que vous n'arrivez pas à traiter, quoi. Mais pas en première ligne, quoi. Je pense qu'il n'y a pas d'indication. Si je peux compléter, nous, ça rajoute du stress à nos patients qui arrivent après avec les images et ça les angoisse encore plus, quoi. Alors, je pense, et ça a été dit, je crois que c'est ce que tu avais dit, en fait, faire de l'imagerie, souvent les internes disent avec tes questions, quand on fait de l'imagerie, par exemple, on s'éloigne un petit peu, mais quand on fait de l'imagerie des lombalgiques, par exemple, les internes me disent, mais ça sert à quoi dire qu'il a une colonne dégénérative? Je dis, c'est sûr, ça va rien changer au traitement, mais dire au patient ce qu'il a, si vous avez dit, déjà, il va mieux, quoi. Vous dites, vous avez ça, vous avez mal à cause de ça, regardez les images, elles sont comme ça, mais c'est pas grave. Alors, vous dites, c'est pas grave, c'est super, elle sort de là, ils vont sourire, alors que 5 minutes avant, c'était le désespoir complet. Donc, il faut accompagner les images. Par contre, il y a des travaux qui montrent qu'en fonction des termes utilisés, la kinésiophobie est augmentée. Donc c'est vrai qu'il faut se méfier aussi de la tournure. Je crois quand même qu'il faut... L'objectif, c'est clinique, le diagnostic, il est clinique. Mais l'imagerie doit quand même nous aider, et surtout sur des formes un petit peu rebelles, pour donner le type de tendinopathie. Et je pense qu'on l'a vu, et il y a à différencier les sites. Les épicondyles, on n'a peut-être pas à démembrer les fissures qui ne sont pas toujours visualisées, parce que le traitement ne va pas différer. Mais en fonction des sites, sur un tendon d'Achille, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on aura besoin quand même d'imagerie, à mon goût. Ce qui vient, c'est que quand on a l'imagerie, ils acceptent plus, les patients sont plus... Ils accepteront un projet thérapeutique mené sur plusieurs semaines. Il y a peut-être cette nuance-là, de dire il faut adhérer un petit peu au traitement. Après, il y a 1000 tendons, il y a 1000 patients, on pourrait passer une semaine à discuter chaque âge, chaque activité, chaque tendon, si on fait des imageries ou pas, mais globalement, il faut y réfléchir à 2 fois. Après, ça dépend comment on fait l'imagerie et quand on la fait. Parce que si la question c'est faut-il envoyer au radiologue chaque tendon qui me paraît suspect pour faire une IRM, là c'est très discutable. Par contre, il y a des travaux qui ont été faits par, moi je ne sais plus son nom, une néo-zélandaise que j'ai vu récemment là, autour de Paris-Shooter cette semaine, et qui expliquait qu'elle fait une écho. Elle explique au patient en écho comment il fonctionne le tendon, quel est le produit, quel est le machin, elle les montre bien, et après le patient il a effectivement une confiance à la respiration qui est bien augmentée. L'échographie, si on est là aussi, c'est pour toucher un petit peu à cette échographie.
Et si l'échographie passe dans l'examen clinique, ça sera aussi l'imagerie qui sera directement expliquée, sans terme kinésiologique. Tout à fait d'accord. Moi, je suis un peu surprise. Merci pour vos belles présentations sur les techniques de kinésithérapie. Donc, on reste finalement sur sa fin. Les ultrasons, ça ne marche pas. Les MTP, ça ne marche pas. Donc, le TENS, peut-être. Enfin, la TENS. C'est vrai que vous avez raison de dire la TENS. Donc, en pratique, on écrit quoi sur l'ordonnance? L'indication. Kinésithérapie. À part excentrique. T'es pas obligé de mettre l'indication non plus. Bah non, c'est pas mais si obligé. l'ultrason, ça ne marche pas. Je veux dire, en pratique, le kiné fait quoi alors sur une homéopathique? Je suis volontairement un peu. Non, voilà, la réduction active, ça marche très très bien aussi. Donc en fait, l'excentrique, du renfort, c'est ça. Et peut-être le dry needling, puisque c'est très à la mode et que des kinés le font. Vous faites ça? C'est à la mode, mais. Il y a toujours un effet placebo en fait, donc c'est pas que ça marche pas. Je pense que la première chose vraiment que je ferais, moi, si j'ai mon patient, ce serait peut-être réussir à lui glisser un peu ce qui a été sur l'infographie au début de ma présentation. C'est vraiment de la communication. Peut-être que vraiment, et si j'avais qu'une séance où j'allais devoir faire qu'un truc, ce serait discuter avec lui. C'est vraiment, si j'avais qu'un truc, ça peut paraître peut-être étrange, mais si j'avais qu'un truc à faire, ce serait discuter avec. Parce que je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui va me permettre de jouer le plus grand nombre de cartes dans le plus court laps de temps. Et ensuite, après, voilà, l'idée des thérapies passives, ce qu'on essaie de dire, c'est faut pas les voir en elles-mêmes, en fait. C'est du MTP tout seul, du stretching tout seul, peut-être que c'est pas intéressant. L'idée, c'est de créer une fenêtre, peut-être avec ces thérapies passives ou avec juste une bonne éducation, et ensuite pouvoir les emmener sur de l'actif. Je pense qu'en termes de kiné, c'est plutôt ça. Et actuellement, voilà, l'idée du kiné, c'est de se former à pouvoir cerner son patient, se documenter, et au kiné d'être capable de synthétiser ses connaissances avec ce que le patient lui a rapporté comme symptômes pour choisir, du coup, parmi l'arsenal thérapeutique, ce qui va permettre au patient de passer sur de l'actif. Et voilà. Un tendon, ça doit être fort. Un tendon, ça doit absorber, restituer l'énergie. Toutes les techniques passives n'ont aucun effet sur ça, en fait. Mais là, il y a un gros travail aussi, il faut aller ramener les gens vers les techniques actives. Nous aussi, il faut être formés. Et puis justement, on vous remercie aussi de pouvoir intervenir sur ce genre de choses, parce que clairement... Mon kiné, il m'a pas massé, enfin on les connaît. Une question ? Il y a une question, monsieur. Plus fort. Je vais dire que vos interventions, elles étaient toutes basées sur des études qui ça fait 30 ans, et je voudrais juste apporter un témoignage. Je pense que le tendon, ça ne s'écarte pas. Je vous dis bien que le tendon est là pour transmettre une contrainte mécanique. C'est ce que vous dites. C'est aussi sa fragilité, mais effectivement, par rapport à une preuve de chirurgie de la main, quand on a une suture dans le tendon, si on n'est pas la bonne longueur au départ, on a beau tirer dessus, mobiliser, masser, travailler un peu, on verra que ça ne sonne pas. On pénalise et souvent c'est un échec. Donc le tendon, les ischios, tout ça, pour moi, c'est pas une structure qui est opérable, donc c'est vraiment sur le muscle qu'il faut viser, y compris pour la revascularisation du cerveau dans les sportifs. En 30 ans, j'ai guéri tout ça, les gens qui n'ont jamais fait PRP, je n'ai fait trop d'ultrasons, pas de médication. Je travaille juste avec des étirements, du massage, du travail sportif. Franchement, c'est extrêmement. Oui, mais on est sur une chaîne musculo-tendineuse, donc les étirements, pour moi, de chaîne postérieure sur des ischios restent quand même importants à faire passer comme message. Donc les étirements, on ne peut pas les bannir. Hein, c'est pas parce qu'il n'y a pas de démonstration. C'est ce que je disais tout à l'heure avec les corticoïdes, je pense qu'il y a des choses... Moi, le stéréotype, c'est le sportif de haut niveau qui vient vous voir et vous devez dresser rapidement, en fonction de vos scores fonctionnels, un projet thérapeutique. C'est l'exigence, entre guillemets. Alors certes, il y a des choses peut-être un petit peu futiles par rapport à de la culture ou tout ce que vous voulez dans certains sports, mais vous devez dresser le projet thérapeutique et vous devez avoir assez rapidement de l'imagerie, peut-être excessive, mais ça vous aidera quand même ensuite à dresser ce projet. Et après, ce partenariat avec des techniques, puis une réévaluation. Voilà.
C'est peut-être l'exemple qui est peut-être saoulant parfois, mais qui est exigeant et qui nous fait peut-être aussi progresser dans nos interrelations transversales, en tout cas aujourd'hui. Mais le bon résumé, c'était les 3 F. Tout à fait. Ça paraît très basique, mais en même temps... Éducation thérapeutique et ainsi de suite. Hein. Si je peux rebondir sur votre... Moi, je suis assez d'accord avec vous, parce que le nombre de patients qu'on voit, nous, avec cliniquement une épicondylite, cliniquement une douleur sur le ischio-jambier, enfin, tout ce que vous voulez, vous faites de l'imagerie, vous ne trouvez rien. C'est-à-dire que le tendon, il est impeccable. Vous examinez le patient, vous suivez les muscles, il y a toujours un nodule, il y a toujours une boule. Ils disent, en fait, c'est là que ça fait mal, quoi. Et c'est tout long. Donc moi, je suis assez d'accord, parce que le nombre d'examens qu'on fait avec l'imagerie normale, et le patient me dit, mais je suis pas fou, j'ai mal, quoi. Et voilà, je n'ai pas de réponse à la question, moi je ne suis pas de votre côté clinique, mais je pense que pour vous assez compliqué à gérer parce que c'est des patients qui ont une vraie souffrance et on ne trouve rien. Alors soit le radiologue il est nul, soit enfin tout le monde est nul quoi, mais on passe peut-être un peu à côté. Je voulais déjà vous féliciter pour ces exposés. J'ai trouvé tous ces exposés vraiment excellents et assez novateurs. Moi je trouve que pour tout ce qui est physiothérapie, il ne faut quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain quand même. Je pense que c'est quand même des traitements adjuvants. D'ailleurs, quand vous avez donné l'exemple du MTP avant de faire un exercice, je ne sais plus lequel, actif, voilà, c'est quand même bien, même s'il n'y a pas de preuves scientifiques. Je pense que il faut nuancer. Alors, je voulais vous poser une question, puis également une à Julien. Qu'est-ce que vous entendez par les médecines manuelles? Est-ce que c'est l'ostéopathie pure et dure, ou la chiropratie, etc. Et puis, je voulais poser une question à Julien. Qu'est-ce qu'on fait des vieilles techniques que nous ont montré les anciens moniteurs de l'IFMK, tels que Jacques Dubat, qui ne parlait que du CABAT? En dehors du CABAT, rien n'existait. Est-ce que là aussi c'est acheté, ou est-ce que ça existait là? Je vous laisse la parole. Là, sur les médecines, les thérapies manuelles. Enfin, parce que tout est manuel chez en kiné, donc... Alors justement, ça a été le premier facteur limitant dans mes recherches, c'est que vraiment en thérapie manuelle, on ne savait pas toujours en quoi ça consistait. Donc on partait sur des fois c'était juste la mobilisation, il y en a qui... En manipulation, mobilisation, on a retrouvé plusieurs choses. Alors, thérapie manuelle. Dans les études que moi j'ai lues, je ne sais pas toujours exactement ce qui est compris dans la thérapie manuelle. La preuve est que le stretching et le MTP, parfois on l'inclut dans les thérapies manuelles. D'accord ? Donc c'est un peu flou. Je pense que le plus souvent, ce qui était sous-entendu, c'était axé autour de la mobilité en fait. Je pense que pour moi, c'était plus axé sur, regagner une amplitude. Hein. Et, après, qu'est-ce que la thérapie manuelle Alors, le contracté relâché, vous le mettez dans quoi, par exemple? C'est quand même actif? C'est un étirement actif. Moi, je mettrais ça dans donc c'est une technique active. Il se contracte quand même. Oui. C'est un étirement actif qui marche bien mieux que le passif. Voilà, c'est difficile de gérer l'ensemble de la kinésithérapie en 1 heure. Ouais. Après, j'espère vraiment ne pas avoir transmis l'idée que ça servait à rien, les thérapies passives. Non, mais... Vraiment, l'idée que j'essaie d'apporter, c'est que peut-être qu'on joue sur autre chose que juste le tendon améliorer sa qualité. Voilà. Il y a beaucoup d'effets neurophysiologiques. Oui, non, mais c'était bien que ça c'est très bien. En plus d'effets mécaniques qu'on peut observer à l'imagerie peut-être, beaucoup d'effets psychologiques et neurophysiologiques. Il faudrait un peu plus de temps, mais puis bon, ça rentre un peu dans des techniques de rééducation. Ça diminue la douleur, mais à très court terme. Quoi. Le radiologue. Non, mais c'est intéressant. Voilà, et toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, il y a un biais, puisque je suis formateur PNF et un CABAT. Donc, voilà, oui, mais alors donc. Oui. Forcément, c'est bien. Tu en as pas parlé. Mais j'en ai pas parlé parce que en fait c'est de l'actif. Et c'est ce que je voulais résumer à la fin, c'est que finalement, à partir du moment où on fait de l'actif, c'est déjà une très bonne chose. Le PNF, c'est aussi le contracté relâché, on peut faire de l'isométrie, on peut faire plein de choses, et donc on a un panel. C'est juste qu'on met de la résistance avec ses mains, plutôt que se mettre derrière une barre de musculation. Mais moi j'adore ça, et ça me permet de doser la réponse, ça me permet de... Avec des mouvements de type sport. Il y a un contact avec les patients, il va essayer de pousser contre vous, c'est bien sûr. Moi, si on arrive à utiliser nos mains, c'est encore mieux. Parce que sinon, à ce moment-là, on le met dans une machine, et puis on va faire autre chose, là on est avec le patient. En conclusion de tout ça, le Stanish, pas le Stanish pur et dur, mais l'excentrique de manière programmée étape par étape. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais comme je disais, en fait, c'est très analytique. L'avantage de la PNF, c'est que c'est fonctionnel, c'est un mouvement global dans 3 dimensions, avec toutes les articulations. Donc, faut faire la différence entre analytique, fonctionnel, entre chaîne ouverte, chaîne fermée, entre membre sup, membre infra, tout ça. C'est bien plus compliqué que ça. Mais on a de quoi faire pour traiter nos patients. On va être obligé de conclure, parce qu'on a 3 quarts d'heure de retard. Donc
Donc j'ai négocié avec, si j'ose dire, enfin négocié, façon de parler avec Isaot. Donc on va y aller, on réduit un petit peu peut-être la séance, enfin, vous verrez au fur et à mesure, peut-être que vous êtes tous un peu fatigués, donc peut-être un peu plus tôt. Je voulais vous remercier quand même d'être resté jusqu'au bout, ça prouve que c'est une formation qui était d'un bon niveau. Je remercie les orateurs et puis je vous dis à l'année prochaine. Voilà.